Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast hors série où nous allons interviewer un futur parcours extraordinaire. Je suis en présence de Fouad. Bonjour à tous. Allô. T'es pas sur Radio Clito ou un truc comme ça, donc tu peux parler plus fort. Alors attention, ma femme a banni tout champ lexical se référant à ton domaine de prédilection qui est le... Ah, je plaisante. Bon, ça commence très mal. Hein. Et t'as oublié de quémander des likes. Ah oui, la dernière fois. Oui. Oui. Mettez-moi des likes, les amonis. Mettez-moi des likes. Les rappels habituels, vous retrouverez tous les liens, le lien de notre newsletter. Pensez à vous abonner, pensez à mettre 5 étoiles et un commentaire. Vous trouverez le lien si vous avez besoin d'un coaching avec Fouad dans la description. Et c'est marrant puisque tu y es passé. Le profil que nous allons interviewer aujourd'hui va nous permettre de mieux appréhender, selon un certain profil, l'investissement immobilier et la nécessité d'un investissement, d'une stratégie d'investissement immobilier. Et je passe la main à Fouad. Alors aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir Madeleine qui est de passage à Besançon pour mon mastermind. Et on a également l'honneur d'avoir Auguste qui est également une personne que j'accompagne dans le cadre du mentorat et qui va participer évidemment au mastermind sur la psychologie de l'entrepreneuriat et sur les financements bancaires immobiliers poussés. Et donc on s'est dit qu'une interview pourrait être sympa pour comprendre quelles sont les motivations d'un individu qui gagne très très bien sa vie, qui fait partie, je pense, dans la tranche... Bon, c'est de notoriété publique, hein, tu donneras ta profession tout à l'heure, mais dans la tranche des 1% des revenus les plus élevés de France. Pourquoi est-ce que cet individu ne se contente pas de sa rémunération ? Alors j'allais dire salaire, mais tu n'es pas salarié, tu es un indépendant, tu travailles pour ton compte. Quelles sont tes ambitions ? Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Hugo, Auguste a payé un coaching stratégique, et le mot stratégique a joué pleinement son sens parce que on n'a pas parlé de colocation ou de LCD, c'était de cash flow. Alors ni de cash flow, ça a été un diagnostic stratégique et en fait on est passé sur quelqu'un qui avait une vision capée à 3 millions d'euros, qui après le coaching, en fonction de son pédigré bancaire, a pris conscience qu'il avait un potentiel d'investissement de l'ordre de 15 millions d'euros. Donc vous avez bien entendu 15 millions d'euros, qui est un montant qui est propre à ses ambitions, à son potentiel. Et donc je trouve ça intéressant de se dire qu'on a pu déceler une ambition structurelle, puisqu'on en parlera. Et Auguste, tu es relativement jeune, tu es le plus jeune de la table. On pourra donner ton âge si tu es d'accord. Et donc, on est à l'inverse de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre, et notamment vivre immédiatement de l'immobilier, le cash flow, etc., etc. Moi, j'aimerais dire une petite chose, une petite aparté. Je voulais te féliciter d'en avoir pris conscience, parce que moi, à ton âge, j'avais également un gros salaire, et je n'avais pas conscience. Malheureusement. Merci beaucoup. Déjà, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité Auguste. sur ce podcast. Bonjour Auguste. Alors, ce qui m'a vraiment poussé à investir dans l'immobilier, il faut savoir que moi, déjà de base, c'est quelque chose l'immobilier, je m'y intéresse déjà depuis que je suis étudiant. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir conscience que j'allais gagner un salaire confortable, je m'intéressais déjà à l'investissement avant même de gagner ma vie. En fait, ça a toujours été un intérêt chez moi. Alors d'où il vient exactement, là, ça deviendra difficile à dire. C'est plutôt une notion peut-être qui me vient. J'ai déjà réfléchi à ça, sûrement des jeux vidéo. L'idée de, quel jeu tu vidéo? sais, de se J'ai joué à plein de jeux vidéo, mais tu sais, les jeux vidéo un peu de gestion où tu dois faire évoluer ton personnage, des choses comme ça. Oui, où tu Je pense que j'ai vraiment été... Je suis né dedans complètement. Et je sais pas, il y avait ce petit côté un peu virtuel, tu vois, de l'investissement, de l'exponentialité, de l'investissement, du rendement, qui m'attirait, tout simplement. Avant même de gagner de l'argent, en fait, pour moi, c'était un score que je voyais sur un tableau. Et donc, j'ai acheté mon premier studio à partir d'une bourse étudiante que je touchais quand j'avais 20 ans. Et après, voilà, j'ai mis un premier pas là-dedans de cette manière-là. J'étais en troisième année d'études, je crois. Alors, je suis chirurgien dentiste, pour ceux qui veulent savoir. J'ai 27 ans.
Et j'ai dû acheter du coup à 20 ans. Quel est ton handicap au golf? Je ne joue pas au golf. Je fais partie des rares dentistes qui ne jouent pas au golf. Et donc après, je me suis mis à travailler. Alors, j'avais aucune conscience des revenus auxquels je pouvais prétendre. D'année en année, ça s'est concrétisé, on va dire. Et après, je me suis intéressé à l'investissement de manière globale pendant 2-3 ans. Pendant toutes les années Covid où on a été confinés, j'avais du temps à dépenser. Alors, j'ai décidé d'investir intelligemment. Donc, je me suis d'abord renseigné sur toutes les formations en ligne qu'on voit sur l'immobilier à cash flow dont on a parlé dans l'épisode précédent. Après, sur la bourse, un peu sur les crypto-monnaies. Donc, disons l'investissement global. Et qu'est-ce que tu en as retenu dans l'ensemble? En bref, en résumé, on va dire que j'ai établi une stratégie à partir de ça. Alors au début, ma stratégie, elle était surtout basée sur l'épargne. C'est-à-dire que j'avais une grosse épargne que j'investissais tous les mois, le fameux DCA, voilà, que j'ai fait pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que j'avais quand même un gros capital et que je n'avais pas de levier bancaire. Alors là, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de commencer à diversifier et de lever de la dette pour faire de l'investissement immobilier. C'est en quelle année, ça? Ça, c'était 2021, 2022. Non, début 2023, cette année. Là, okay. Je commençais à avoir beaucoup d'épargne. Et, je me disais qu'en fait, là, j'avais une progression qui était linéaire due à mon épargne que je mettais tous les mois. Et j'ai pris conscience qu'avec un bon levier bancaire, on pouvait encore accélérer le processus d'enrichissement, parce qu'on parle bien d'enrichissement et pas de remplacer mon revenu. Oui, parce que là, ça serait dur. Je n'ai pas dit ça, mais tout est possible. Tout est possible. Moi, ce qui me fascine chez toi, c'est effectivement ce que disait Fouad, ta maturité. Et puis, tu te rends compte, à 35 ans, tu vas te retrouver à la tête d'un patrimoine de 15 millions. C'est incroyable. Magnifique. Magnifique. Et j'ai aussi pris conscience justement de l'avantage de commencer tôt. Ah oui. Chose que souvent... Ce qui est mon gros problème, j'ai commencé beaucoup trop tard. Voilà, c'est ça. Le réveil est... Ouais. Plus tôt il est fait, mieux c'est. Et ça, j'en ai pris conscience. Alors, il y a aussi un déclic que j'ai eu, c'est quand j'avais 20 ans, au moment où j'ai acheté mon premier studio, j'ai lu le livre... Ne dis pas Père riche, Père pauvre. Non. Mais ça reste un très gros classique. C'est le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez, ça c'est un chef-d'œuvre, ça je respecte. Et ça c'est pareil, ça fait un gros déclic en moi. Magnifique. Où justement à l'époque, à quel âge j'avais 20 ans. Et je m'étais dit... Dans le livre, il y a toute une partie un peu psychologie, affirmation, visualisation. Et je me souviens qu'à l'époque, à 20 ans, je m'étais dit, à 30 ans, j'aurai 1 million. C'était mon objectif de l'époque. Félicitations. Moi, au final, il s'avère que cet objectif a été explosé. Va être largement atteint. Mais c'était mon objectif quand j'avais 20 ans. Donc j'avais déjà cette vision. Non mais Hugo, à 20 ans, lisait de manière très assidue Playboy, et toi tu lisais Napoléon Hill, c'est absolument remarquable. Et peu de gens le savent, mais Napoléon Hill, pour écrire Réfléchissez et devenez riche, a pris 25 ans. Ça a pris 25 ans pour écrire ce chef-d'œuvre d'une centaine de pages. Ouais, il est rapide à lire. Et les gens ne se rendent pas compte du poids. Tu vois, à force de tacler... Moi, je voulais te poser une question. Est-ce qu'à 20 ans, tu savais lire ou pas encore? alors moi, pour ton information, à partir de 16 ans, j'étais le seul à lire le magazine Capital et c'était d'autant plus remarquable compte tenu de mes origines sociales. Donc 20 ans lire du Napoléon Hill, je trouve ça vraiment remarquable. Et je raconte une anecdote. Je vais vous raconter une petite anecdote. On était en voiture ce matin. On allait visiter un immeuble que j'ai proposé à Auguste. On est sur un investissement à peu près, avec les frais annexes, on est aux alentours d'1.1, 1.2. Je parle en millions d'euros, évidemment. Et durant le trajet, ça m'a très étonné j'étais très étonné, et non pas que je te sous-estime, mais parce que tu n'as pas de formation en sciences économiques. On a parlé de théorie des jeux. J'étais très surpris. Je t'ai dit, tu sais ce que c'est que la théorie des jeux? Tu m'as dit, ouais, bien sûr. Je t'ai dit, tu vois, c'est marrant parce que très peu de gens savent ce que c'est que la théorie des jeux, et c'est un domaine de la science économique qui est fondamental et qui est applicable à beaucoup de domaines. Et je t'ai dit que moi, je bossais notamment sur la théorie des jeux sociaux. Comment s'extraire de la matrice sociale quand tu es au pied, au bas de l'échelle, et ensuite évoluer. Donc très grosse maturité, et ça c'est vrai que quand tu te projettes dans 10-15 ans,
eh bien, tu as de la graine d'autonome, d'indépendant. Et ça, bravo vraiment, parce que moi, le coaching de découverte, finalement, tu as payé un coaching à 495 €, je crois, simplement pour que je puisse faire une découverte de ton potentiel bancaire. Et vraiment, je me dis, tiens, à 27 ans, moi, à 27 ans, j'étais encore... alors, j'avais monté ma première boîte, mais j'avais pas... Et je suis très mature, mais j'avais pas... Alors, c'est pas de la maturité, ce discernement économique. Avoir un niveau de discernement à cet âge-là, je trouve ça absolument remarquable. Et qu'est-ce qui t'a fait rehausser le niveau d'ambition? Alors ça, c'est Monsieur Fouad. C'est Monsieur Fouad. Il est magicien. Hein. Non, en fait, disons qu'en termes d'ambition, si on parle bien d'immobilier, moi, je me sentais limité par rapport à justement tout ce qu'on entendait sur les capacités d'emprunt. C'est-à-dire que c'était pas une ambition où moi, je me disais, je vais me limiter à 3 millions d'euros. C'est une ambition où je me limitais à 3 millions par rapport à l'obtention du crédit. Et donc, c'est en discutant avec Fouad de stratégie qu'on s'est rendu compte que mon objectif était plus que sous-dimensionné. Et c'est là qu'on a revu les choses à la hausse. Tu sais, tu m'as connu par YouTube, par ton frère, si je me souviens bien. C'est mon frère qui m'a envoyé une de tes vidéos. Et tu sais, quelquefois, j'avais fait une vidéo où j'avais dit un objectif 5 millions d'euros. 5 millions d'euros en 3-4 ans. Et les gens me disent, mais c'est... Je me rappelle de cette vidéo. Qui a suscité beaucoup de commentaires résistants. Et les gens me disaient, non, mais t'es... limite, ils me caractérisaient de l'escroc. J'ai fait... Tu parlais de 5 millions d'encours. D'encours. Ah oui. Pas sur un horizon temporel cohérent. Sur un horizon temporel. Moi, c'est l'objectif que j'ai à minima sur 3 ans. Je ne pense pas qu'il soit déconnant. Mais disons qu'à taille humaine... c'est Madeleine qui m'a rassuré énormément. Moi, à taille humaine, si on parle d'encours bancaire de 5 millions, avec le bon profil bancaire, il suffit de faire 5 opérations à 1 million, par exemple. Ouais, mais tu vois, là, ce que tu viens de dire... On parle pas, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle pas d'acheter 200 appartements... pour faire du cash flow c'est ça. Et mettre sur Booking. Exactement. Tout dépend du dimensionnement de... Mais tu vois, tu as relativisé l'objectif en disant que c'est que 5 fois 1 million, mais tu es dans un bon dimensionnement. Et ça, c'est loin d'être évident pour la norme, en fait. Les gens ont tellement bercé par le petit, par la subdivision, par la division, par l'excédent, petit excédent de trésorerie, que finalement... dire c'est que 5 fois 1 million, ça paraît peut-être prétentieux. Alors, je dis pas que pour 1 million, je dis que pour les 5 fois. Ouais, mais en fait... Parce qu'un million, j'ai conscience que c'est une énorme somme. Non, je dis pas le contraire. Je dis qu'il n'y a rien de fou dans ce que tu as dit, en fait. Quand on le relativise, en fonction du pédigré, en fonction de l'ambition, en fonction du niveau de formation dans lequel tu t'engages. Tu t'es engagé dans un mentorat, c'est une relation qui est bilatérale et évidemment, personne ne t'a dit que ça sera facile, mais en tout cas, c'est cohérent avec ton état d'esprit, ta situation, etc., etc. En fait, il suffit de se faire ouvrir les yeux, en réalité. C'est un peu ça. En fait, c'est à plein de niveaux. Exactement. En fait, Fouad a un niveau de connaissance et de compétence qui lui permet en fait d'identifier les profils comme nous trois autour de la table. Moi, je sais pas s'il a identifié. C'est pour l'aspect technique. C'est pour la technique du podcast. J'ai identifié ton niveau de déviance. Oui, je sais. Vous passez votre temps à vous envoyer des vannes tous les deux. C'est lui qui a commencé. De part et d'autre des micros. Et, je ne fais que me défendre. Et du coup, j'ai perdu mon fil. D'ouvrir les yeux. Oui, en fait, voilà. Merci, Hugo. En fait, oui, tu nous ouvres les yeux et à partir de là, en réalité, tous les éléments qu'on a structurés dans notre esprit, c'est comme un puzzle. Toutes les pièces se mettent se rassemblent tout naturellement. Tout naturellement. Et là, on se dit, waouh, je peux y aller. Alors, allons-y à fond. C'est exactement ça qui s'est passé dans mon cerveau aussi. Voilà. Et comment tu as trouvé l'interview de Madeleine ? Pour moi, ça a été fantastique. Madeleine, pour moi, c'est le résultat de 4 ans, justement, de travail. Et ça a payé. Donc, Félicitations. Félicitations d'ailleurs, bien sûr. Moi, je la remercie énormément parce que tu m'as enlevé. Tu vois, sur cette discussion dans le podcast, j'ai tout le temps où je te disais, mais comment tu vas faire les offres à distance ? Comment tu fais ? Parce que j'aurai un travail qui me prendra du temps. Elle a montré que c'était possible. Et j'étais là. Ah, mais en fait,
Ouais, mais c'est toute la force du mentorat et de l'engagement à deux, en fait. Et l'importance d'être accompagné, parce que ça, tout seul, je n'aurais jamais pu le faire. Alors, il faut clairement aussi comprendre que Fouad apporte énormément d'éléments, mais si nous, on n'y va pas... il faut de l'action et il faut de l'opérationnel, ça c'est clair. C'est nous qui devons nous engager, c'est nous qui devons nous batailler tous les jours. C'est pas un coach de motivation. Non, et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé dans un podcast, vous parlez de nouvelle identité, et c'est un peu ça. Il faut se mettre dans la peau de l'investisseur qui part sur des montants comme ça. Et on n'est pas éduqué en France à partir sur des montants comme ça. Et particulièrement les professions libérales. Exactement. Les professions libérales. Et je vais dire, et tu vas me dire si tu t'identifies ou si tu connais des gens qui s'identifient à la même chose. Comme j'ai dit, moi j'avais un gros salaire quand je travaillais en tant qu'employé. Et en fait, on se disait, mais qu'est-ce que tu viens me faire chier avec un appartement pour gagner 500 balles par mois Eh ben, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Et j'aurais aimé connaître pendant que j'avais ce salaire, parce que là, ça y serait allé. Là, il aurait été utile. Là, ça aurait été utile. Mais au final, peut-être si j'avais investi à ce moment-là, je ne l'aurais pas connu. Donc, il faut pas être fataliste. Et il y a beaucoup de gens, et notamment, plus les gens gagnent de l'argent, moins ils ont d'éducation financière. Oui. Et c'est incroyable. J'en parlais avec mon cousin est radiologue, et il me disait j'ai investi dans l'immobilier, plein de biens. Alors je sais pas par qui il a été conseillé maintenant. Mais je sais pas si c'est plus on gagne, moins on est formé financièrement. Moi je pense plus que tu as à l'esprit des métiers qui demandent de très longues études scientifiques et techniques. Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est la monétisation d'une compétence, et c'est pas l'éducation financière qui a produit la richesse. C'est le niveau, en fait, pour moi, je vais parler au nom des professions libérales, c'est le niveau de compétence, c'est-à-dire que, alors moi, à titre personnel, ou même tu parlais d'un radiologue ou un chirurgien, ça demande un tel niveau de compétence, un tel niveau d'engagement pour se former déjà rien que nous dans notre métier, qu'après, il faut réussir à trouver du temps pour aller se former sur l'investissement quand tu commences à avoir une famille, une vie de famille, des choses comme ça. C'est vrai qu'on a quand même, moi, par exemple, à titre personnel, des formations pour être resté rien qu'à niveau dans mon métier, c'est au moins 5 ou 6 dans l'année. Ah oui. Donc en fait, si tu veux te former en plus derrière l'investissement, ça demande du temps et de l'énergie. Et tout le monde n'est pas prêt à le mettre, je pense. Et c'est ça que Madeleine avait dit à très juste titre par rapport à ton travail horaire, que tu prenais 20 heures de plus par semaine en te levant plus tôt le matin. C'est pour ça que moi j'ai parlé du moment Covid, c'est que justement à ce moment-là, les cabinets dentaires, on nous a demandé de les fermer, j'avais du temps. Mais là, je l'ai exploité. Après, il s'avère que c'est devenu une passion chez moi, donc moi je rentre le soir, pendant 4 heures, je continue de me former, quoi. Et tous les jours, depuis 3 ans. Mais parce que pour moi, c'est même plus du travail. Pour moi, c'est une vraie passion. J'aime ça. C'est quoi ta passion, tout ce qui est science de l'enrichissement? Investissement, sociologie, j'aime beaucoup aussi. Psychologie, j'aime beaucoup. Et en fait, les 3 sont liés. Donc, j'aime bien faire les liens et voir aussi également pour s'enrichir. On va pas se mentir, c'est un vrai outil, quoi. Parce qu'on peut l'argent ne fait pas le bonheur avec une activité professionnelle. Est-ce que l'argent ne fait pas le bonheur? L'argent ne fait pas le bonheur. Ne fait pas le bonheur des pauvres, effectivement. L'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu en as pas, cela se sent. Voilà. Ouais. Merci Hugo. C'est profond. Pour cette philosophie. Alors, moi, je voulais rebondir sur un fait sociologique. C'est vrai que tu incarnes une profession parfois qui peut être stigmatisée par le montant de ses revenus. En plus, ce que je constate, c'est que toi et la plupart de tes confrères, en tout cas les plus intelligents, les plus efficients, ne travaillez que 3 jours par semaine, 3 fois 12 heures. Et donc, vous gagnez relativement bien votre vie, mais vous avez un niveau de pénibilité physique et psychique relativement élevé. Et ça, évidemment, ça passe entre les mailles du filet parce que les gens ne voient que l'argent, ne voient que le résultat. Et ce que j'observe, c'est vrai qu'on a un niveau d'éducation, d'intelligence financière qui est très faible, alors qu'on a quand même des gens qui ont un niveau intellectuel potentiel quand même relativement élevé parce qu'ils ont démontré, si j'apporte de la nuance, une capacité de travail très forte, notamment pour le concours de première année. Et ce qui est quand même, alors j'allais dire marrant, mais c'est pas du tout marrant, mais ce qui est contradictoire, c'est travailler très dur durant ses études et ensuite physiquement dans l'exercice de ta profession et en face
d'assister à ce désastre financier sur la nature des investissements. Vous êtes venu un peu le dindon de la farce du Pinel. Du Pinel. Voilà, on vient vous endosser. On me l'a proposé 4 fois déjà. Bah oui, parce que T'en as pas fait? J'en ai pas fait. J'ai T'as refusé. t'as résisté. J'ai tenu bon Bravo. à chaque fois. Bravo. Tu préfères Bravo, tu préfères le cash flow LMNP Voilà, colocation. moi c'est plus sexy. j'ai dit c'est que colocation. Colocation, LMNP, Donc, division, c'est place ça. de parking. Et... Donc, pour reprendre la question, tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu incarnes une forme d'anomalie dans l'état d'esprit de ta profession. Et c'est là où l'interview est intéressante, c'est que je pense que tu représentes peut-être le groupe des 5% de ta catégorie. Et j'en ai accompagné plusieurs de chirurgiens dentistes. Et c'est vrai qu'à part faire du Pinel et une résidence principale, il n'y a rien d'autre qui est fait. Et c'est absolument... c'est dommage parce que tu as un vrai potentiel quand tu as cette activité. En France, tu as un levier bancaire que tu peux mettre à profit. Il y a quelque chose aussi à prendre en compte, c'est qu'il y a vraiment la médecine, de manière générale, hein, que ce soit nous, les chirurgiens dentistes ou les médecins, voilà, c'est une vocation. C'est-à-dire qu'on doit être là pour soigner les patients, pas pour gagner de l'argent avec. D'Hippocrate. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup, moi, dans mon entourage, que ce soit des chirurgiens dentistes ou des médecins, qui voient leur métier pas comme une façon de gagner de l'argent. Et s'ils gagnent de l'argent avec, c'est sale. Donc faire de l'investissement encore en plus derrière, bah là, on n'en parle même pas, quoi. Et ça, je trouve que c'est quand même un problème parce que tu peux tout à fait faire du travail de qualité et être rémunéré à la hauteur de tes compétences, en fait. Je vais te dire une chose, je considère votre utilité largement supérieure à la Poufias qui est sur OnlyFans. Mais, bien sûr. Tu viens de choquer Madeleine avec ta comparaison. Non, on a parlé de la OnlyFans noblesse tout à l'heure. des participants. Non, mais désolé, mais je parlais d'utilité sociale, c'est exactement ça. L'IA va renforcer ces métiers à vocation utile. Oui. Et ça, c'est très bien. L'infirmière, la sage-femme. Et d'ailleurs, je vais terminer mon propos alors même que, comme disait Fouad, alors bon, je parlais au titre de ma profession, mais les infirmières, c'est la même chose, et plein de professions médicales, c'est un métier qui est pénible. C'est un métier où il y a beaucoup d'accidents. On parlait tout à l'heure, c'est un des métiers, nous, les chirurgiens dentistes, où il y a le plus haut taux d'AVC au cours de la profession. On a des suicides. Il y a des gens qui au final, alors je ne sais pas comment ils gèrent leurs finances, mais finissent quand même en faillite. Et en fait, si les gens et les médecins prenaient leurs finances en main, ça permet de se dire d'avoir un filet de sécurité où le jour où j'ai un problème de santé, problème de dos, les chirurgiens dentistes, nous, on a des problèmes de surdité, on peut soit ralentir l'activité, soit même l'arrêter en cas de gros problèmes. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes créés chez ces professions-là qui sont dus au fait que justement, ils n'ont pas créé ce filet de sécurité. Ouais, moi, je vois je te parlais de mon oncle qui est complètement sourd aujourd'hui. Ouais. Mais même à Paris. On bosse avec des cause de bruits quoi? De la très fraiseuse, à cause de... Avec les ultrasons, la fraise aussi, ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Et, il est complètement sourd. J'avais une anecdote, il y a Daniel qu'on salue, qui est chirurgien du genou, qui est un nouvel élève en mentorat et qui m'expliquait que il est relativement jeune, alors pas aussi jeune que toi, mais il a quand même que 37 ans. Oui, alors je tiens à préciser que moi, personnellement, je n'ai pas tous ces problèmes parce que je suis encore jeune. Mais par contre, j'ai beaucoup de connaissances qui sont dans le métier et qui ont plus de 50 ans. Je peux vous dire que le dos... Bien sûr, parce qu'à 50 ans, tu n'as pas la même condition physique qu'à 27 ans, évidemment. Et pour en revenir à Daniel, en fait, qui est un chirurgien du genou et qui m'expliquait qu'il a eu en fait une prise de conscience très forte parce que, déjà, c'est 13 ans d'études. Un de ses collègues, qui a 65 ans, continue à travailler parce qu'il est criblé de dettes bancaires et évidemment pas les bonnes dettes, pas l'investissement. Et donc ça lui a fait très peur en se disant si moi je gère mal mon pognon, je vais continuer à me prostituer dans l'échange de mon temps parce que je n'ai pas su gérer mon argent. Et ça, c'est quand même très problématique parce qu'il y a aussi une forme d'inflation dans les dépenses. Plus on gagne,
de l'argent. C'est un peu ce qui a été, toi, ton gros salaire que tu avais, Hugo. Bah, tu disais, j'ai le pognon, il est là pour être cramé. Ah oui, Donc, pas pour le cramer. Non, mais je veux dire, tu vivais, tu te faisais plaisir. Je me faisais plaisir, oui. Ça, c'est très dangereux parce que justement, nous, on a une profession qui est libérale. Alors certes, oui, on a des gros revenus, mais demain, il nous arrive un problème, on ne peut plus que faire par exemple un mi-temps. C'est divisé par 2 les revenus. Bien sûr. Avec les charges de l'année d'avant mais tu n'en as pas conscience de ça. Il y a vraiment beaucoup de professions libérales qui mettent la clé sous la porte. Moi, alors que si on avait géré bien ses finances correctement dès le début, on n'a pas ces problèmes et ça enlève quand même c'est bien d'en avoir conscience par ce biais-là. Oui, mais c'est rare parce qu'on se dit, le taux d'épargne moyen des Français est de 15%. Le gars, s'il fait 10 000 balles par mois, il se dit, si je mets 1 000 euros, c'est déjà très bien. Le problème, c'est que le jour où tu ne peux plus gagner les 10 000 euros par mois, t'es capoute, tout simplement. Bien sûr. Alors, moi, j'avais un travail relativement intensif, donc je n'étais pas en 3 fois 12 heures. J'étais plutôt 6 fois 12 heures. Mais je fais une distinction entre temps de présence et temps effectif de travail. Donc, effectivement, en temps effectif de présence, j'étais ce temps-là, mais en temps effectif de travail, un peu moins, on va être honnête. Mais c'est vrai que le week-end, moi, mon plus grand plaisir, c'était le vendredi soir de regarder où je pouvais me barrer en avion, de réserver un billet d'avion le lendemain. Je tiens mon côté last minute. Pierre Richard. Je suis très, très last minute. Après, c'est très bien ça. Et il y a un côté spontané. Et ça, partir, et oui, effectivement, ça coûtait relativement cher quand tu fais toutes les accumulations. Les week-ends à la Mamounia, donc c'est pas donné. Ah, un week-end à Marrakech, ouais. On a eu une interruption. On en était sur la nécessité de se rendre compte et la hausse des dépenses par rapport au train. Tout à fait, sur être dans un état d'inconscience, de dépenser quasiment la totalité de ses revenus qui sont quand même relativement élevés et de ne pas prévoir de coussins ou de coussinets de sécurité. Et ça, c'est quand même très grave parce que ça va contraindre la personne à travailler longtemps jusqu'à un certain âge où cette profession pénible va engendrer des séquelles d'ordre physique et psychique. Donc, oui, et cette obligation de continuer à travailler longtemps, quand bien même les revenus sont élevés, c'est ça qui est très dommage. En fait. On l'oublie. Ouais. Et on l'oublie. Quel conseil tu donnerais à un jeune médecin en devenir qui écoute un confrère? À un confrère. J'ai beaucoup de mes amis qui ont à peu près la même tranche d'âge que moi, qui font un rejet complet de l'investissement. Donc le conseil que je donnerais, c'est minimum s'y intéresser et arrêter de voir ça comme quelque chose de sale. C'est quelque chose de normal. C'est même la moralisation de l'argent qui pose problème en fait. Dans mon entourage, oui, je trouve. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut revenir au pourquoi. Pourquoi on fait ça? Tu l'as très bien expliqué. C'est l'histoire de la profession médicale. La profession médicale n'est pas faite pour s'enrichir. En tout cas, dans l'inconscient collectif, dans ce milieu-là, c'est une vocation. Dans la façon dont tu nous as présenté pourquoi je fais ça, il y a une vraie valeur, il y a une vraie morale. Sûr. Donc, il ne faut pas hésiter à le mettre en avant dans tes échanges avec les autres. Et je ne vois pas où est l'antinomie avec le problème, c'est qu'il a... les professions médicales. Mais je pense qu'il y a plus... Il ne faut pas perdre de temps. Si les gens ne veulent pas comprendre... moi, je ne sais pas de convaincre qui que ce soit. Mais il constate, je fais ce que j'ai à faire. En fait, c'est un constat. Le problème, c'est que ton cerveau économique est biaisé. Non, il est configuré d'une telle manière que tu as un écart qui est abyssal entre un cerveau économique quasiment déficient et puis tout ce que tu as absorbé en contenu. Et c'est très difficile de convaincre des gens qui ne sont pas du tout matricés de la même manière. Oui. Donc c'est vrai que là où je suis d'accord avec Hugo, moi j'ai arrêté. En fait, moi j'ai une base très empathique et je suis très altruiste. Et je voulais vraiment convaincre, partager, emmener les gens. Ça sert à rien. Tu ne peux pas... On parlait tout à l'heure de changement d'identité, mais il faut aussi bien voir que... Là, le discours que je tiens aujourd'hui, ça ne s'est pas fait en 2 jours. Comme je me suis dit, j'ai absorbé du contenu, je me suis éduqué sur le sujet. Ça fait plus de 4 ans maintenant que je fais ça. Forcément que ça change un petit peu ta manière de penser. Et on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas fait ce travail de raisonner de cette façon. Ça arrivera au bout d'un certain temps, mais ce n'est pas en une discussion de 10 minutes qu'on peut changer... En tout cas, on ne changera pas le monde en 10 minutes. Donc, c'est une question aussi de psychologie. Et moi, je dis toujours, je l'ai écrit il n'y a pas très longtemps, mais que la psychologie est la colonne vertébrale de l'argent.
Donc, Totalement tant que tu d'accord n'as pas avec ça. modifié ou travaillé ton niveau psychologique, tu ne pourras pas impacter tes finances. Tu avais des questions peut-être, Hugo, Madeleine, je ne sais pas s'il y avait des questions pour conclure peut-être. Quand j'avais fini mon podcast, on avait dit avec Hugo, on se revoit dans un an ou deux, et c'est Hugo qui utilisera le fauteuil. Nicolas a pris le fauteuil avant. Bravo. Merci. Bravo. Non, mais c'est quoi ce manque de confiance en moi là? Pas du tout. Je vais y arriver. Pas du tout. Non, mais je disais, justement, Tu vas voir, il avec s'est ma lancé. colocation, ma LCD et tout ça là. Il s'est lancé, donc veut ça du va cash être super. Je vais vous éclater tous en cash flow. On va avoir d'autres. On refera un podcast dans un an et on refera voilà, un point. Exactement. Mais moi, bravo, félicitations. Non, mais Félicitations. Vraiment bravo. Et moi, je voulais souligner quelque chose. Et là où c'est pas du blabla commercial à 2 balles, c'est que Auguste, je l'ai rencontré physiquement aujourd'hui. Je t'accompagne depuis pas très longtemps. Et en plus, on a mis une date de commencement du mentorat au 1er janvier 2024. Et il a déjà adhéré pour à peu près 1,3 million ou 1,4 million d'opportunités sur 2 opérations. Donc il n'y a pas l'état d'esprit abstrait, il y a un passage à l'action, il y a une vitesse d'exécution, il y a une matérialisation finalement de cet état d'esprit qui se concrétise par des opérations qui sont réelles. Et la meilleure manière finalement de progresser, c'est de passer à l'action et de faire attention à ses pensées, puisque la pensée précède l'action. Et là, tu nous montres aussi quelque part que à seulement 27 ans, tu es capable de prendre des décisions qui sont lourdes sur des investissements, et ça dépend de l'état d'esprit, évidemment. Et c'est marrant parce qu'on a bu un café ce matin dans la brasserie qui fait partie d'un des lots, des 30 lots, et tu m'as dit, j'ai encore un peu du mal à absorber, à digérer le 1.2. Encore un changement d'identité, c'est une tout à barrière fait à normal. casser, bien Et sûr. c'est tout à fait normal parce que faut pas faire semblant en fait. D'ailleurs, je n'adhère pas avec ça. J'ai pas l'expression américaine là, fake it like. Until you make it. Quoi, là. Voilà, Vas-y, donc, j'adore ton accent. America, we love you. Essaie de le dire en allemand. Ich bin französisch. Non, mais tu vois, il y a l'idée de. Mais il faut accepter le temps de digestion 1.2 quand tu te projettes sur 1.2 de dette immobilière. Laisser le temps à la digestion, à l'absorption. Ça s'absorbe pas comme ça. Et en tout cas, bravo, parce que tu as la détermination. Et c'est là où tu fais la différence, en fait. Merci beaucoup. C'était Fouad Berlin pour vous inspirer à voir grand. C'était Hugo pour s'occuper de la technique en retrait aujourd'hui. Dankeschön. Dankeschön. Dire technique. Achtung, la technique. Et moi, j'étais ravie de faire ta connaissance. Pareillement, et puis on se retrouve dans un an. On se retrouve surtout dans ce week-end Mastermind Imo Gastro. Exactement. Merci à tous.